Haïti, ou Quisqueya, une île paradisiaque, avec des montagnes tropicales luxuriantes et de magnifiques plages, était le foyer du peuple taïno avec leur société complexe, leur artisanat élaboré et leur spiritualité profondément enracinée. Tout cela est sur le point de changer avec l'arrivée d'un homme, Christophe Colomb. Né en Italie et animé par un désir ardent de trouver une nouvelle route vers l'Asie, Colomb fait face à un voyage éprouvant, parsemé de tempêtes, de maladies et de mutineries, avant d'atteindre enfin les rivages du Nouveau Monde. Alors que les Taïnos et les Européens se rencontrent pour la première fois, un nouveau chapitre de l'histoire se déroule. Que deviendront les Taïnos? Comment leur vie changera-t-elle à la rencontre de ces explorateurs étrangers? Embarquons-nous pour un voyage passionnant à travers le temps, pour découvrir le destin de l'île d'Haïti et de son peuple. Les Européens ont débarqué sur le site de ce qui est aujourd'hui Mole-Saint-Nicolas, le 6 décembre 1492. En arrivant sur l'île d'Haïti, Colomb et son équipage ont été accueillis par les indigènes taïnos, qui étaient pacifiques et réceptifs aux Européens. Les taïnos étaient curieux de connaître les nouveaux venus, et Colomb était également désireux d'en apprendre davantage sur leur culture. Christophe Colomb fut captivé par la beauté et les ressources naturelles d'Hispaniola. Il décrivit l'île comme un paradis, avec des terres fertiles, de l'or en abondance, et un climat agréable. Colomb pensait que l'île avait un grand potentiel pour la colonisation et l'extraction des ressources, ce qui profiterait à l'Espagne, et favoriserait ses ambitions d'impériale. L'île d'Hispaniola était divisée en 5 caciquas ou provinces distinctes, chacune ayant son propre cacique, ou chef. Les 5 caciquas étaient le Marien, la Magua, la Maguana, le Xaragua et le Higüey. Marien était dirigé par Guacanagaritz. Magua, situé dans le nord-est, était dirigé par Guarionex. Maguana, dans la partie centrale de l'île, était dirigé par un cacique nommé Caonabo. Ce caciquat était connu pour ses montagnes, et deviendra le centre de la résistance contre les colonisateurs espagnols. Xaragua était situé dans la partie sud-ouest de l'île, et était dirigé par Boequio. Après la mort de Boequio à la fin des années 1490, ou au début des années 1500, probablement en raison de maladies ou de causes naturelles, Anacaona, sa sœur et époux de Caonabo, deviendra sa successeur. Higüey se trouvait dans la partie est de l'île, et était dirigé par un cacique nommé Cayacoa. Guacanagarix, qui régnait sur la région de Marien, fut l'un des premiers dirigeants indigènes à rencontrer Christophe Colomb. Il était amical et coopératif. Durant la nuit de la veille de Noël, du 24 au 25 décembre 1492, alors qu'un mousse est seul à la barre de la Santa Maria, le navire s'échoue sur un récif. Le navire est perdu, et seule l'aide des Indiens a permis de débarquer la plupart de la cargaison en urgence. Guacanagarix a offert son aide, et a permis à Colomb d'établir la colonie de la Navidad sur son territoire, en utilisant les restes du navire, comme matériaux de construction. Christophe Colomb dut se résoudre à laisser 39 hommes derrière lui. Il prit quelques indigènes en otage, et poursuivit son exploration. Il continua à naviguer le long de la côte nord d'Hispaniola avec un seul navire, jusqu'à ce qu'il rencontre Pinzon et la Pinta, le 6 janvier 1493. Le 13 janvier 1493, Colomb fit son dernier arrêt de ce voyage dans le Nouveau Monde, dans la baie de Rincon, au nord-est d'Hispaniola. Là, il rencontra les Ciguayos, les seuls indigènes qui offrirent une résistance violente lors de ce voyage. Les Ciguayos refusèrent d'échanger le nombre d'arcs et de flèches que Colomb désirait. Lors de l'affrontement qui s'ensuivit, un Ciguayo fut poignardé aux fesses et un autre blessé par une flèche dans la poitrine. À cause de ces événements, Colomb nomma cette baie, le Golfo de la Flecha, baie des Flèches. Ensuite, il se dirigea vers l'Espagne. Après le départ de Colomb pour l'Espagne, laissant 39 hommes derrière lui à la colonie de la Navidad, la situation s'est rapidement détériorée.
Les hommes laissés derrière par Colón étaient sous le commandement de Diego de Arana et avaient pour consigne de maintenir de bonnes relations avec les indigènes taïnos, de rassembler de l'or et d'attendre le retour de Colón. Plusieurs facteurs ont contribué à la chute de la Navidad pendant l'absence de Colón. Tout d'abord, les hommes laissés derrière n'ont pas réussi à maintenir une relation respectueuse et coopérative avec les taïnos. Au contraire, ils ont commencé à exploiter la population locale, exigeant de la nourriture, des femmes et prenant des ressources de force. Ce comportement a créé des tensions et de l'animosité entre les Espagnols et les taïnos. De plus, les conflits internes et les luttes de pouvoir parmi les colons espagnols ont affaibli la cohésion et l'efficacité du groupe. Les hommes étaient mal préparés à faire face aux défis de la vie dans un environnement inconnu et manquaient de discipline et de prévoyance pour établir une colonie durable et bien défendue. Cao Nabo, un puissant cacique taïno de la région de Maguana, a profité de la situation qui se détériorait à la Navidad. Alarmé par la présence espagnole et les perturbations qu'il provoquait, Cao Nabo a orchestré une attaque contre la colonie. Les forces taïno ont submergé les Espagnols, ce qui a entraîné la destruction de la Navidad et la mort des 39 hommes laissés derrière. Lorsque Colón est rentré en Espagne en mars 1493 après son premier voyage, il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Sa découverte du Nouveau Monde était considérée comme un exploit monumental et il a été célébré en tant qu'explorateur et navigateur accompli. La reine Isabelle et le roi Ferdinand étaient particulièrement satisfaits de ses découvertes car ils avaient financé son expédition dans l'espoir de trouver de nouvelles routes commerciales et des ressources précieuses. Colón a présenté aux monarques espagnols quelques-uns des indigènes qu'il avait capturés du Nouveau Monde, ainsi que divers objets exotiques, tels que de l'or, des perroquets et des plantes, y compris du tabac. Ces objets ont encore alimenté l'excitation et la curiosité de la cour espagnole et de la population en général. Le succès du premier voyage de Colón a encouragé le roi Ferdinand et la reine Isabelle à financer une deuxième expédition pour explorer et coloniser davantage les terres nouvellement découvertes. Les préparatifs pour le deuxième voyage ont commencé peu après le retour de Colón en Espagne, et cette fois, l'échelle de l'expédition était beaucoup plus grande. Le deuxième voyage visait à établir une présence permanente dans le Nouveau Monde et à tirer parti de la richesse et des ressources potentielles des terres découvertes. La flotte pour le second voyage était composée de 17 navires, comprenant des navires grands et petits, et transportait environ 1200 colons, y compris des soldats, des agriculteurs, des artisans et des prêtres. Les colons étaient équipés de diverses fournitures, outils, bétail et graines nécessaires pour établir une colonie autonome. La deuxième expédition avait également un programme d'exploration plus ambitieux, visant à découvrir de nouvelles îles et territoires, dans les Caraïbes et au-delà. Lorsque Colón est revenu à Hispaniola lors de ce second voyage en novembre 1493, il a découvert le sort funeste des 39 hommes qu'il avait laissés à la Navidad. L'établissement avait été détruit, et tous les hommes avaient été tués. Colón a appris du cacique Guacanagarix que les colons espagnols s'étaient mal comportés, maltraitant les locaux et s'emparant des ressources. Ce comportement avait conduit à des tensions et, finalement, à l'attaque de la Navidad par les forces du cacique Cao Nabo. Se rendant compte qu'il devait établir un nouveau peuplement à un autre endroit, Colón décida de se déplacer vers l'est le long de la côte nord d'Hispaniola. Le 2 janvier 1494, il fonda l'établissement permanent, la Isabela dans l'actuelle République dominicaine. La Isabela a été nommée en l'honneur de la reine Isabelle d'Espagne et devait servir de principal établissement espagnol dans le Nouveau Monde. La Isabela a été confrontée à de nombreux défis dès le départ. L'emplacement n'était pas idéal, car il manquait d'un port approprié, de terres fertiles et d'un accès facile à l'eau douce. Les colons ont rencontré des difficultés pour cultiver des cultures, entraînant des pénuries de nourriture et la malnutrition. De plus, les maladies apportées par les Européens ont commencé à se propager parmi la population taïno, aggravant encore les relations entre les deux groupes. Malgré ces défis, Colón a continué à explorer les régions environnantes et à chercher des sources de richesse, en particulier l'or. Alors que la situation à la Isabela se détériorait, les conflits entre les Espagnols et le peuple taïno s'intensifiaient. À mesure que les colonisateurs espagnols commençaient à établir une présence plus permanente sur Hispaniola, ils cherchaient à exploiter le travail et les ressources du peuple taïno indigène pour promouvoir leurs objectifs économiques et politiques. Les colonisateurs espagnols visaient à extraire de l'or, établir des plantations et développer des réseaux commerciaux, considérant le peuple taïno comme une main-d'œuvre à soumettre et à contrôler. Cela a conduit à la mise en place de systèmes de travail forcé, tels que l'encomienda, qui permettaient aux Espagnols de contrôler et d'exploiter le travail des taïnos à leur profit. Les conditions difficiles, les mauvais traitements et la perte d'autonomie subie par le peuple taïno sous la domination espagnole ont conduit à un mécontentement croissant et à une résistance au sein de leur communauté.
Ce mécontentement a donné naissance à des leaders, comme Caonabo et Anacaona, qui sont devenus des figures importantes de la résistance taïno contre la colonisation espagnole. De 1494 à 1496, alors que les Espagnols étendaient leur présence sur Hispaniola, Caonabo continuait de mener des raids et des assauts contre eux. Il ciblait les établissements, les caravanes et les mines espagnoles, cherchant à affaiblir leur contrôle et à exploiter leurs ressources. Caonabo a joué un rôle crucial dans la mobilisation d'autres caciques taïnos et de leur peuple pour résister à la colonisation espagnole. Ces actions ont inspiré d'autres dirigeants taïnos, tels que Guarionex, à rejoindre la résistance et à défendre leurs terres et leur mode de vie contre les forces espagnoles envahissantes. La résistance farouche de Caonabo contre les Espagnols en faisait une menace importante, et ils étaient impatients de le capturer. En 1496, le conquistador espagnol Alonso de Ojeda a conçu un plan pour arrêter Caonabo en utilisant la tromperie. Ojeda s'est approché de Caonabo sous couvert de diplomatie, lui offrant un cadeau de menottes en métal brillant qu'il prétendait être des symboles de royauté et d'amitié. Ignorant leur véritable objectif, Caonabo a laissé Ojeda lui mettre les menottes. Une fois sécurisé, Ojeda a révélé ses véritables intentions et a fait prisonnier Caonabo. Après sa capture, les Espagnols ont décidé d'envoyer Caonabo en Espagne, où il devait être présenté comme un symbole de la conquête et du pouvoir espagnol. Cependant, Caonabo n'est jamais arrivé en Espagne. Il est décédé lors du voyage transatlantique, probablement en raison des conditions difficiles sur le navire, ou de la maladie. Les circonstances exactes de sa mort restent incertaines. Au cours de son troisième voyage, Colomb revint à Hispaniola le 19 août 1498 et trouva les colons se rebellant contre son autorité. En octobre 1499, il demanda à la cour d'Espagne d'envoyer un commissaire royal pour l'aider à gouverner. Francisco de Bobadilla fut envoyé pour enquêter sur les accusations de brutalité de Colomb. À son arrivée, Bobadilla reçut immédiatement des plaintes concernant les frères Colomb, se déclara gouverneur et saisit les biens de Colomb. Il rapporta à l'Espagne la gouvernance brutale de Colomb. En octobre 1500, Colomb et son frère Diego furent arrêtés et renvoyés en Espagne, où ils furent emprisonnés pendant 6 semaines, avant que le roi Ferdinand n'ordonne leur libération. Les frères Colomb furent finalement convoqués au palais de l'Alhambra, où leur liberté et leur richesse furent restaurées. Cependant, Nicolas de Ovando devait remplacer Bobadilla en 1502 et devenir le nouveau gouverneur d'Hispaniola. Lorsque Nicolas de Ovando fut nommé gouverneur en 1502, il eut pour mission de rétablir l'ordre dans la colonie et de mettre en œuvre le droit espagnol. Son mandat de gouverneur a été marqué par plusieurs changements significatifs. Ovando était connu pour son approche stricte et disciplinée de la gouvernance. Il établit une administration plus structurée, qui comprenait la nomination de fonctionnaires, la mise en œuvre du droit espagnol, et la mise en place d'un système fiscal plus efficace. Il se concentra sur la consolidation de l'autorité espagnole sur l'île, et la réorganisation de son administration pour mieux servir les intérêts de la couronne espagnole. Ovando a fondé plusieurs nouvelles villes et colonies sur Hispaniola, notamment Puerto Plata, Santiago et Concepción de la Vega. Ces colonies ont contribué à l'expansion du contrôle espagnol sur l'île et facilité l'extraction de ses ressources. Il a poursuivi les politiques sévères envers le peuple indigène taïno initié par Colomb. Le système d'encomienda, introduit par Colomb, a continué à exploiter les taïnos par l'esclavage. Le système d'encomienda accordait aux colons espagnols le droit d'exiger du travail et des tribus des peuples indigènes, entraînant leur mauvais traitement et leur abus généralisé. Après la mort de Caonabo, sa femme Anacaona, la nouvelle cacica, chef de la région de Xaragua dans l'actuel Haïti, avait entretenu des relations diplomatiques avec les Espagnols dans le but de protéger son peuple et de maintenir la paix. Elle a même organisé un festin pour Bartolomeo Colón, le frère de Christophe Colomb, lors de sa visite à Xaragua en 1497. Malgré les ressentiments, Anacaona a continué à dialoguer avec les autorités espagnoles de manière diplomatique, cherchant à établir des alliances et à négocier des conditions favorables pour son peuple. Cependant, sous le règne d'Ovando, la situation de son peuple s'est considérablement détériorée. De 1502 à 1503, alors que la colonisation espagnole s'intensifiait, elle s'est retrouvée confrontée à une pression croissante et à la trahison des autorités espagnoles. Elle s'est finalement tournée vers la résistance, organisant et soutenant des soulèvements contre la domination espagnole dans sa région. Ovando était déterminé à réprimer toute forme de résistance et considérait Anacaona comme une menace significative pour le contrôle espagnol à Hispaniola. Il a conçu un plan pour la capturer sous le prétexte de la diplomatie. Ovando a envoyé une invitation à Anacaona pour une réunion, afin de discuter de la paix entre les Espagnols et le peuple taïno. Ignorant ses véritables intentions, Anacaona accepta l'invitation, croyant qu'elle pourrait négocier de meilleures conditions pour son peuple. À son arrivée à la réunion, au lieu de s'engager dans des discussions diplomatiques, les forces d'Ovando ont arrêté Anacaona.
Elle a ensuite été jugée, accusée de conspiration et de complot contre les Espagnols. Le procès était une farce, avec peu ou pas de preuves présentées contre elle. Les procédures ont été menées de manière très douteuse, les autorités espagnoles ignorant toute apparence d'équité ou de justice. Malgré le manque de preuves substantielles, Ana Kahona a été reconnue coupable des accusations portées contre elle. Ce verdict a démontré l'intention des autorités espagnoles d'écraser toute forme de résistance indigène et de consolider leur contrôle sur l'île. Guarionex, cacique de Magua, fut également capturé par les Espagnols pendant le gouvernorat d'Ovando en 1502 ou 1503. Après sa capture, Ovando décida de l'exiler en Espagne, avec d'autres caciques rebelles. Alors qu'ils étaient transportés en Espagne, le navire transportant Guarionex et les autres dirigeants taïnos fut pris dans un ouragan et coula. Guarionex et les autres prisonniers moururent dans le naufrage. Guacanagarix, cacique de Marien, qui entretenait une relation amicale avec Colón et les Espagnols, vit son influence décliner à mesure que la présence espagnole à Hispaniola augmentait et que les conflits entre les taïnos et les Espagnols s'intensifiaient. Les circonstances exactes et la date de sa mort restent inconnues. Il existe également peu d'informations sur Cayacoa, le cacique qui dirigeait la région de Higüey lors de l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Mais après son règne, Cotubanama émergea finalement comme un leader important dans la région de Higüey et mena une résistance contre les Espagnols. Mais tout comme les autres dirigeants taïnos, Cotubanama et sa famille furent capturés. Il sera emmené à Santo Domingo et pendu sur l'ordre du gouverneur Nicolas de Ovando en 1504. Le peuple taïno fut soumis à des conditions difficiles sous le système de l'encomienda, au travail forcé et à l'exposition à de nouvelles maladies apportées par les Européens. En conséquence, leur population a considérablement diminué, entraînant une grave pénurie de main-d'œuvre. Les colonisateurs espagnols cherchaient à exploiter les ressources d'Hispaniola, en particulier l'or présent dans les rivières et les mines de l'île. Ils avaient besoin d'une main-d'œuvre importante pour extraire ces ressources. De plus, les Espagnols ont introduit des cultures de rente, telles que la canne à sucre, qui nécessitaient un grand nombre de travailleurs pour cultiver, récolter et transformer. La population indigène ne pouvait pas répondre à cette demande en raison de leur nombre en déclin, ce qui a amené les Espagnols à chercher une source de main-d'œuvre alternative. Ils se tournèrent vers l'Afrique.